On va commencer par une image, d'accord? Imaginez que tous nos systèmes mondiaux, notre économie, notre industrie, notre société, eh bien tout ça fonctionne sur un très très vieux système d'exploitation. Un système qui a été conçu il y a des siècles, qui nous a bien servi, c'est vrai, mais qui aujourd'hui commence à vraiment montrer ses limites. Ça plante, ça rame et les messages d'erreur s'accumulent de partout. Et ces messages d'erreur, ils sont en ne peu plus clairs. Cette citation du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ce n'est pas une opinion, hein. C'est un diagnostic, un fait, partagé par toute la communauté scientifique mondiale. Le système est en surchauffe, et ça, c'est une certitude. Alors, c'est quoi exactement ce système d'exploitation invisible? Il faut comprendre qu'il a été programmé à l'époque de la révolution industrielle. Et il est vraiment au cœur de notre manière de fonctionner. Sa logique de base, elle était hyper simple, presque brutale. Extraire, produire, jeter. C'est un modèle qui a permis un développement absolument sans précédent, mais qui a complètement oublié un petit détail crucial, la planète, elle, n'est pas infinie. Et c'est justement là que le gros bug se manifeste. Ce vieux code se heurte maintenant de plein fouet aux limites physiques de notre planète. C'est ce que la science appelle les limites planétaires. Attention, ce cadre, développé par le Stockholm Resilience Center, ce n'est pas juste une métaphore. C'est un véritable tableau de bord de la santé de notre Terre qui mesure les processus vitaux qui nous permettent de vivre et de prospérer. Et là, le diagnostic, il fait froid dans le dos. Sur les 9 limites vitales pour notre planète, 6 sont déjà franchies. On ne parle plus d'un simple bug, c'est carrément une défaillance systémique. En clair, notre système d'exploitation est en train de corrompre son propre disque dur, la planète. Pour que ce soit un peu plus parlant, regardons quelques-uns de ces dépassements. Ce chiffre, par exemple, 746 TWh, c'est la consommation annuelle de pétrole en France. C'est juste énorme. Et c'est cette dépendance massive qui est au cœur du dépassement de la limite climatique. Autre chiffre clé, 425 parties par million. Ça, c'est la concentration de CO2 dans l'atmosphère en 2023. Un record absolu. On est bien au-delà de la zone de sécurité. Ça illustre parfaitement la pression qu'on met sur le climat. Et cette pression, elle ne s'arrête pas au climat, évidemment. Ce chiffre, 45%, c'est la part de toute l'eau consommée en France qui part dans l'agriculture. Une pression immense qui nous a fait dépasser la limite de l'eau douce. En fait, ces chiffres ne sont pas que des statistiques. Ce sont les symptômes d'un mal beaucoup plus profond. Bon, si le problème est si flagrant, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à réagir plus vite? Eh bien, le diagnostic pointe vers un problème fondamental. Notre système comptable est complètement aveugle à la dette écologique. Voilà les questions que notre système actuel est incapable de se poser. Une forêt qu'on ne coupe pas, une rivière qu'on ne pollue pas. Tout ça n'a aucune valeur dans nos bilans financiers. Zéro. On ne comptabilise que ce qu'on extrait, jamais ce que l'on préserve ou ce que l'on détruit. Heureusement, une solution commence à se dessiner. Il faut changer notre façon de compter. Ce nouveau cadre, comme le modèle CARE, inverse complètement la logique. Le capital naturel n'est plus une ressource gratuite, mais devient une dette à préserver. Protéger un écosystème devient un actif et le dégrader un passif. La bonne nouvelle, c'est que cette mise à jour, elle n'est pas pour demain. Elle est déjà en cours de développement. De nouveaux outils, de nouvelles architectures sont en train de naître pour remplacer l'ancien système. Allons voir quelques-unes de ces solutions. Alors là, on touche à un des changements de code les plus importants. On passe d'un système linéaire à un système circulaire. Et attention, il ne s'agit pas juste de recyclage, non, c'est une refonte complète de la production où le déchet n'existe tout simplement plus. Prenons un exemple très concret, la méthanisation. Ici, un déchet devient une double ressource, de l'énergie d'un côté et de l'engrais de l'autre. C'est une boucle locale parfaite, rien ne se perd, tout se transforme. Ok, mais pour qu'un nouveau système comme ça fonctionne, il faut un ingrédient essentiel, la confiance. Et là, un outil super puissant commence à faire parler de lui. Oubliez les crypto-monnaies en instant. Il faut penser à la blockchain comme une technologie de gouvernance, un outil pour créer la confiance. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction, hein. C'est déjà en place. En utilisant la blockchain, des gouvernements peuvent créer des registres publics qui sont infalsifiables. Ça permet de garantir la transparence des financements ou de sécuriser les titres de propriété. Bref, c'est un outil très puissant pour restaurer la confiance et lutter contre la corruption. Oui, mais j'entends déjà la critique. Et la consommation d'énergie de tout ça? C'est une critique légitime des toutes premières versions, comme celle du Bitcoin, qui était de vrais gouffres énergétiques. Mais la technologie évolue à une vitesse folle. De nouvelles méthodes, comme la preuve de participation, réduisent la consommation d'énergie de plus de 99%, ce qui rend cet outil de confiance beaucoup plus durable. Mais voilà, tous ces super outils technologiques, ça reste abstrait si ça ne s'incarne pas quelque part. La vraie mise à jour, elle se construit à notre échelle, sur le terrain. Et c'est exactement là qu'interviennent ce qu'on appelle les tiers-lieux. Ce ne sont pas juste des espaces de coworking, ce sont les laboratoires du nouveau système d'exploitation, les endroits où les idées se testent et où les communautés se réapproprient leur avenir.
et regardez un peu tout ce qui s'y passe. Chaque point de cette liste est une manifestation concrète de l'économie circulaire et collaborative. Partager des outils au lieu d'en acheter, réparer au lieu de jeter, produire sa nourriture localement, c'est la mise en pratique, au quotidien, des grands principes du nouveau système. Et cette dynamique, attention, elle n'est plus du tout marginale. Elle est reconnue au plus haut niveau. Le CESE, le Conseil économique, social et environnemental français, préconise carrément d'en faire un objectif de politique publique. C'est le signe que leur rôle dans la transition est maintenant vu comme absolument essentiel. Alors, pour résumer, le point central à retenir, c'est quoi? C'est que l'ancien code est obsolète, ça c'est acté. Mais la nouvelle version n'est pas une vague utopie. Elle s'écrit en ce moment même, et elle est fondée sur 3 grands piliers. La redevabilité, grâce à de nouveaux systèmes de comptabilité et de transparence, la circularité, pour en finir une bonne fois pour toutes avec le gaspillage, et enfin la résilience, construite au cœur de nos communautés. Voilà, notre analyse s'arrête ici. Mais bien sûr, la réflexion, elle, ne fait que commencer. Le redémarrage est inévitable. La vraie question n'est plus si, mais comment. Par où est-ce qu'on commence? L'énergie, l'alimentation, la gouvernance? La réponse finalement se trouve sans doute dans nos actions à tous et dans la force de nos collectifs. Merci.